chargée de mission partenariat et GLAM dans l'association Wikimedia. Et je vais laisser donc la parole à Antoine Courtin. Merci. C'est le bouton là. Ok. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, je vais essayer de répondre en partie à quoi sert l'open data, mais déjà, pourquoi pas ? En fait, c'est aussi un changement de paradigme à avoir. C'est qu'avant, le citoyen devait faire la démarche de demander des choses à son administration publique. Là, la démarche de l'open data, c'est d'inverser cette logique. Alors, d'où je parle aussi, donc je suis actuellement responsable de la cellule d'ingénierie documentaire, merci pour l'écran, donc à l'Institut national d'histoire de l'art, où je m'occupe des projets numériques et de tout ce qui est données de la recherche. Et je suis également maître de conférences associé à l'Université Paris X. Donc, excusez-moi, comme ce n'est pas tout à fait mes slides de départ, qu'est-ce que l'open data dans les champs des GLAM ? Il faut bien différencier, et en plus il y a des fautes d'orthographe, l'open data des données de collection pour les institutions culturelles. Je parle de GLAM, Gallery, Libraries, Archives and Museums, qui intègre un petit peu toutes les institutions culturelles. L'open data pour les données d'usage. On a un tout petit peu évoqué ce matin à la première table ronde l'importance des données d'usage, notamment pour connaître ses publics. Et là, il y a des projets en France, Data et Musée, ou un autre projet au Canada, Synapsec, qui réfléchissent à l'utilisation des données d'usage pour mieux connaître les publics des institutions culturelles. Et enfin, la problématique de l'open content, c'est-à-dire de différencier, on va dire, les données, les métadonnées issues des bases de collection pour les musées avec les contenus numérisés des œuvres. Je ne vais pas refaire l'historique de l'open data, je voulais juste aborder 2-3 questions qui sont, je pense, assez importantes après, on va dire, 4-5 ans d'open data dans toutes les sauces. On n'arrête pas d'ouvrir les journaux et tout ça, on parle d'open data. Je pense qu'il y a aussi une question qui est très problématique dans l'open data, c'est la question de la qualité des données. C'est qu'on a beaucoup ouvert sur, par exemple, data.gouv, qui était dans cette démarche de... On demande à toutes les administrations d'ouvrir leurs données. Mais maintenant, au bout de 4 ans d'agglomérat de jeux de données, on se pose la question de la problématique de la qualité de ces jeux de données, du sourcing de ces jeux de données, c'est-à-dire qui a dit quoi sur quoi, et enfin la question aussi de la liaison de ces jeux de données entre les différents acteurs de l'open data. Et finalement, on se retrouve à l'heure actuelle à ce que j'appelle des soucis de l'open data, c'est-à-dire tout ce que je viens de dire, c'est la question donc là, désolé, c'est peut-être la slide un peu plus technique, sur la question de, on met des jeux de données, mais comment mettre des jeux de données en open data ? Donc on va parler des problématiques de structuration des fichiers de données, qui, d'un versement à l'autre, diffèrent complètement, donc qui inhibe complètement toute réutilisation, puisque par exemple, une institution qui va mettre en 2016 son inventaire de collections, mais en 2017, une mise à jour, mais qui ne respecte absolument pas la structure du premier fichier. Tous ceux qui ont réutilisé le premier fichier ne pourront pas mettre à jour leur application. Ils devront redévelopper à partir du jeu de données initial. Donc il y a une vraie problématique de pérennité des données qui sont mises en open data. Un autre exemple concret, avec la création des nouvelles régions, un service départemental de l'inventaire des objets avait mis toutes ces images, très bien, en open content, mais avait mis à disposition les images sur le serveur de l'ancien nom de la région. Les régions ont fusionné, les noms de serveurs ont complètement changé, on n'a plus aucun accès à ces images, parce qu'ils n'ont pas remis à jour le jeu de données initial. Donc il y a des vraies problématiques, au-delà des enjeux de l'open data, sur la pérennité des accès qu'on donne aux jeux qu'on met à disposition. Quand on met des données en ligne, on a la responsabilité de pouvoir donner aux usagers et aux réutilisateurs de toujours accéder à cette donnée. Et donc, il faut essayer de réfléchir à des nouveaux formalismes de données. C'est pour ça qu'on parle de open data ou open linked data, pour, on va dire, essayer de intégrer des standards du web pour favoriser
les données et les interconnexions entre l'ensemble de ces jeux de données qui sont mis par différentes plateformes. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, je vous invite à aller voir, il y a différentes sources. L'idée, c'est de pouvoir, et on verra que c'est ma slide conclusive, de ne pas penser l'open data de manière, on va dire, unitaire ou de manière isolée pour chaque institution, mais d'avoir une stratégie globale pour pouvoir créer du sens et du contenu sur l'ensemble de ces jeux de données. Le problème des images est extrêmement important pour le monde culturel et pour l'histoire de l'art, hein, c'est là où je viens. J'aime bien montrer le syndrome de la laitière. En plus, il y a eu la présentation du Rijksmuseum, qui était l'une des raisons du Rijksmuseum. Le syndrome de la laitière, donc Milkmaid Syndrome, c'est une des raisons pour laquelle le Rijksmuseum a ouvert ces images. C'est de dire, en tant que détenteur de l'œuvre de Vermeer, de cette œuvre incroyable, on a la responsabilité d'avoir une image, d'offrir aux usagers une image d'excellente qualité. Vous cherchez la laitière sur Google Images, vous allez avoir 50 images les plus horribles les unes que les autres, avec une colorimétrie horrible. Et je trouve que cette approche de dire on a la responsabilité d'offrir une image où on a contrôlé la qualité de la donnée, la qualité de l'image, est une des raisons à l'ouverture de la donnée. Donc là, il y a quelques exemples. Je vous invite à aller voir ce blog qui est extrêmement drôle. Vous voyez là un pauvre cheval de Chérico qui est complètement horrible. Sur la question de l'image aussi, on voit par exemple la problématique aussi de la fracture numérique. Par exemple, ici à droite, c'est cette problématique de fracture qui dit que finalement, les images, si on est un peu geek, on peut les trouver sur comment on appelle ça, sur les sites des institutions culturelles, en bidouillant l'URL, on peut avoir une image de très haute qualité. Là, vous voyez à droite sur un dessin de la BNF, mais qui n'est pas disponible en téléchargement. Donc finalement, si tu es un peu geek, tu as l'accès à l'image. Et pour la recherche, c'est extrêmement important d'avoir une qualité HD, pour voir notamment des inscriptions sur des dessins du 19e. Et donc, on a besoin de cette qualité HD. Et donc là, voilà un petit exemple, mais je pense que sur Wikimedia, il y aura une présentation bien plus intéressante. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a, au même titre que j'ai évoqué tout à l'heure, le Linked Open Data, il existe actuellement des protocoles, des standards du web, et notamment le standard du web qui s'appelle 3IF, qui est un protocole qui permet d'échanger les contenus visuels entre les institutions culturelles. Et ça, pour toutes les institutions qui sont dans cette salle, qui vont fournir de l'image, qui vont fournir des contenus numérisés, l'implémentation de 3IF dans cette volonté d'ouvrir les contenus numérisés est à l'heure actuelle un indispensable. Les données comme matériaux, là c'est juste un petit exemple rapidement de Alice Martin, en quoi aussi les données culturelles en open data peuvent être utilisées. Ici, donc, Alice Martin, qui est une artiste britannique, qui a utilisé un modèle 3D fourni par le musée Saint-Rémy de Toulouse sur la plateforme Wikimedia, avec également ici le plan de la Villa Trajane, où a été retrouvée cette sculpture initiale qui est par la Bibliothèque nationale allemande, qui a mis également ses contenus en open data, et finalement elle a créé une nouvelle œuvre à partir des contenus de plusieurs institutions. Là je passe rapidement, parce que je suis, je pense, extrêmement en retard. Hop. La question aussi de l'ouverture des images et de l'ouverture des données pour les institutions culturelles, c'est aussi pour nous, en tant qu'historiens de l'art, une sorte de matériau pour faire de nouvelles recherches qui sera outillée, donc on appelle ça la Digital Art History, qui va être outillée par une masse importante des données qui sont mises à disposition. Et donc, on commence à voir, et c'était aussi évoqué à la première intervention, sur la question sur le deep learning, les choses qui sont encore un peu à la mode actuellement, il faut énormément de contenu pour faire ces apprentissages algorithmiques, et qui permet de faire finalement ce premier prototype, qui est un peu le fantasme de tout historien de l'art, c'est de chercher l'image, par le motif de l'image, et ne plus passer par les métadonnées pour chercher l'image. Et tout ça, c'est permis. Et ça commence, ce moteur, ces prototypes commencent à fonctionner, mais uniquement en utilisant les données que les institutions culturelles ont mis en open content.
Donc pour alimenter ces moteurs de recherche, pour alimenter cette nouvelle approche, il faut de la donnée. À l'INHA, rapidement, qui est l'Institut national d'histoire de l'art, qui a été créé en 2001, on a une politique d'ouverture de toutes les ressources que l'on produit à l'INHA. À la fois la revue Perspective, mais également toutes les données issues des données de la recherche qui sont en Creative Commons 4.0, qui permet la réutilisation la plus complète. On demande juste un peu de courtoisie, qui est l'attribution et la mention. Je crois fortement à la courtoisie dans le web. Et enfin, comme a été évoqué, l'ensemble des contenus de la bibliothèque est sous la licence, dite la licence ouverte, de la mission Etalab. Donc vous pouvez télécharger toutes nos images et les réutiliser à toute fin. Lorsqu'on utilise les données en open data, il faut également se dire pourquoi on met les données en open data, comment on peut utiliser ces données. Et donc là, quelques approches d'applications qu'on a pu réaliser en interne ou des personnes ont pu réaliser à partir des données d'Agora, qui sont donc des données de la base de données de l'INHA, qui sont des data visualisations, des web mapping, des portails qui vont automatiquement être alimentés par des données de notre institution. Et l'idée de l'open data que j'essaye d'implémenter à l'INHA, c'est de dire que la donnée qui est issue de l'INHA doit être là où sont les usagers, sur les plateformes, on verra sur les plateformes Wikimedia, sur d'autres institutions, sur d'autres applications ad hoc qui sont un peu plus visuelles, un peu plus attractives pour le grand public, et ne pas attendre à ce que les gens viennent sur le site de l'INHA. Déjà, personne ne connaît l'INHA, ce qui est tout à fait normal. Mais voilà, c'est la logique aussi de l'open data, c'est aussi d'être là où sont les usagers. Donc voilà, différentes expérimentations qu'on a pu faire. On a mis toutes nos données, par exemple, sur les envois de ROM, qui est une grosse base de données, et quelqu'un s'est amusé à créer un bot Twitter à partir des données qui sont issues de notre base de données. Et donc ça, ce sont des réutilisations qui sont possibles, effectives, parce que j'ai mis à disposition des jeux de données, que je les ai documentés et que je garantis en tant que professionnel en ingénierie documentaire que ces données seront toujours accessibles. Je passe rapidement. Un exemple avec également sur Wikimedia qui est intéressant, qui est de se dire que finalement, beaucoup de personnes vont avoir des informations sur les objets culturels. C'est-à-dire qu'une institution qui conserve une œuvre va avoir des données de conservation. Mais des chercheurs vont avoir d'autres types d'informations sur ces objets culturels. Et on va arriver comme ça à des strates d'informations. Et là, je prends un exemple concret d'un magnifique plat antique du IVe siècle qui est conservé au Metropolitan Museum. Dans la partie provenance, ils n'ont aucune information. Nous, dans notre base de données, on a fait un travail énorme de 10 ans où on a tout récolté les ventes enchères au 19e et on a pu ainsi distinguer que ce plat a été acheté en 1838 par un tel pour 512 francs. Et vous avez à droite l'interface de Wikidata, qui sera peut-être évoquée tout à l'heure, où on a finalement superposé ces deux couches informationnelles pour avoir finalement une information la plus complète possible dans Wikidata. Et maintenant, sur le site du Metropolitan Museum, le champ est enrichi des données d'Agora avec la source de l'INHA. Et malheureusement, ou heureusement, le site du Metropolitan Museum est beaucoup plus vu que celui de l'INHA. Et finalement, l'image est affreuse et complètement distordue. Je termine là-dessus. L'idée, c'est que l'open data, si tous les acteurs jouent le jeu de l'open data, on va arriver à ce millefeuille de données sur un objet culturel, où on va avoir à la fois les contenus numérisés en 2D et en 3D, on va avoir toutes les données descriptives réalisées par l'institution, avec le fameux inventaire réglementaire. On va avoir également toutes les données issues des appareils de mesure lorsque l'œuvre est envoyée au C2RMF, qui peuvent être une couche d'information. On va avoir l'ensemble des contenus éditoriaux, les articles scientifiques, mais également quand je parle de contenus éditoriaux, ça peut être également les choses qui sont faites dans l'audio guide. Tout cet contenu éditorial de médiation qui est réalisé par le musée pour ces différents publics. C'est encore une couche d'information sur cet objet. On va avoir aussi de plus en plus les données qui sont issues de l'intelligence artificielle, qui vont
par exemple, taguer automatiquement des œuvres. Et on va à la fin avoir les données crowdsourcées du grand public, qui peut être aussi les mentions de tagging, de folksonomie, portées par l'ensemble des publics sur cet objet culturel. On n'oublie jamais l'objet qui est à la base de ce millefeuille. Et enfin, ça peut être aussi intéressant de savoir les fameuses données d'usage, les données de log, que j'appelle des logs de consultation, qui sont en soi une donnée sur cet objet. Que cet objet a été vu par autant de personnes sur la plateforme du musée ou sur Wikipédia est une information de consultation sur cet objet. Et donc, je termine là-dessus. Pour moi, l'open data, à quoi ça sert? C'est plutôt l'open data. Qu'est-ce qu'on peut en tirer si tous les acteurs jouent le jeu de l'open data? On pourrait, comme ça, constituer des couches informationnelles sur un objet et avoir le maximum d'informations sur un objet et construire une sorte de bien commun sur les connaissances des objets culturels. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il est dangereux de réaliser des présentations avec des personnes qui sont scrupuleuses sur les images, mais c'est normal. Et c'est le cas de beaucoup d'intervenants. Donc aujourd'hui, on aura notamment, par exemple, Artmin tout à l'heure qui fait du gigapixel, donc effectivement là aussi qui sera très pointu sur notamment la qualité des images, donc je m'en excuse, enfin on s'en excuse en fait par rapport à ça. Donc déjà par rapport à cette intervention, pour passer sur des sujets de fond, donc l'idée, là ici on a bien vu en fait finalement, et merci Antoine, un ensemble d'enjeux, de limites et d'usages notamment en termes de recherche. Ce qui va être intéressant, c'est de compléter peut-être cette vue aussi avec un point de vue plutôt d'institution. Et c'est en ça que Philippe Rivière va peut-être nous éclairer sur notamment les enjeux de Paris Musée et plus largement d'autres institutions culturelles vis-à-vis de l'open data. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je suis Philippe Rivière, je suis en charge du numérique à Paris Musée depuis 6 ans. Et moi je vais vous expliquer un petit peu comment on arrive à l'open content, vu que les freins qui ont été identifiés tout de suite ont été des freins psychologiques d'abord et puis après d'autres que je vais lister. Donc je vais vous faire un petit historique de comment on en est arrivé là, sachant que l'open content on y va, mais les modalités de passage à l'open content sont toujours en cours de validation au niveau de l'hôtel de ville, vu que Paris Musée c'est les 14 musées de la ville de Paris, donc tout ça est validé dans certains cabinets et on pourra communiquer dessus en octobre pour un lancement sûrement en tout début d'année prochaine. Donc pour les modalités, je ne donnerai pas de licence précise, je parlerai des Creative Commons, vu qu'on partira sur du Creative Commons à coup sûr, mais sur ni la licence choisie, ni la résolution, la taille et tout ce qui va définir un petit peu l'image en elle-même. Donc Paris Musée, ayant été créé en 2013, on partait un petit peu d'une page blanche, excepté justement pour la base des collections. Il y avait une base existante qui était mise en ligne sur ce magnifique site de la ville de Paris. Donc c'était une base centralisée, donc Adlib, qui recueille des flux de vidéomuséum, donc la base de données qui gère notre musée d'art moderne, le musée Bourdelle et le musée Zetkin. Et en parallèle, toutes ces notices en ligne étaient illustrées par des photos prises par notre agence photo, la Parisienne de photographie, et des photographes en interne. On a facilement réussi à démontrer qu'il y avait un grand intérêt d'une à accentuer la numérisation et l'informatisation des collections, et donc on a eu des critères d'évaluation à notre contrat d'objectifs et de performance. Donc du coup on a eu les budgets alloués à tout ça pour vraiment accélérer grandement, vu que Paris Musée c'est 1 million d'œuvres et on doit en avoir 600 000 en ligne d'ici la fin de l'année prochaine. Donc à l'époque on devait en avoir à peu près une toute petite centaine en ligne. Donc le travail était énorme. Et bien sûr, en accompagnement de cette informatisation et numérisation, le passage à un portail un petit peu plus moderne qui a été mis en ligne dans sa première version en mai 2016, donc il y a déjà plus de 3 ans.
Donc, du moment que l'était en ligne, vraiment, tout s'est accéléré. Des marchés pour nous aider dans la fin des recollements un petit peu tardifs, des marchés de numérisation, ce qui fait que les sources de numérisation ont été assez diverses. On avait notre agence photo, des photographes en interne et des gros marchés de numérisation qui faisaient plutôt du chiffre. Tout de suite, les premiers marchés de numérisation ont été écrits avec la mention claire que c'était juste de la 2D et que, bien évidemment, comme la loi le stipule, reproduire de la 2D par de la 2D, il n'y a aucun droit d'auteur là-dedans, ce qui fait que Paris Musée ne pouvait apposer aucun droit d'auteur aux images qui étaient produites sur nos marchés de numérisation. Donc là, voilà le portail dans une version un petit peu plus actuelle. Donc c'était il y a le mois dernier, oui, c'est ça. Donc vous voyez, 100 000 œuvres en plus, mais on en est loin. Il faut dire aussi qu'on est en grande période de rénovation et qu'on a 7 réouvertures jusqu'en mars prochain. Donc les forces vives sont un petit peu dissipées un petit peu partout sur d'autres tâches, mais on travaille toujours un petit peu en sous-marin. Quand on a appris la disparition prochaine de notre agence photo, la Parisienne de photo, qui disparaît donc au 31 décembre de cette année, on s'est posé la question des biens de retour qui étaient nos numérisations qu'ils avaient fait de leur côté pour voir qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour nous. Est-ce qu'on repart sur un schéma de commercialisation? Si oui, avec qui et qu'est-ce que ça nous rapportera? Ou est-ce qu'on part sur l'open content? Et l'open content a été porté tout de suite parce que le groupe de travail qui travaillait sur le portail depuis 2015, donc qui était le département des collections, le département numérique et des appuis du côté service juridique, on était tous d'accord pour pousser l'open content sur toutes les œuvres du domaine public qui relevaient de nos biens de retour, la Parisienne de photographie, de nos photographes en interne et bien évidemment de nos marchés sur lesquels il n'y avait aucun droit d'auteur. Après, il a fallu sortir de ce groupe et commencer à convaincre un petit peu à l'extérieur. Donc la fin de la Parisienne de photo étant un petit peu plus longue que prévu, ça nous a permis de travailler un petit peu plus, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout équipé pour passer à l'open content directement. La seule base photo qui existait vraiment en tant que base photothèque était la base de notre agence photo, qui donc va disparaître dans quelques mois, et qu'en interne, on n'avait pas d'outil photothèque. En interne, on s'appuyait sur celle-ci, et après, on passait par la base des œuvres. Donc, il a fallu convaincre de passer à l'open content, mais en ayant vraiment tout un planning derrière, de création de photothèque, d'import dans cette photothèque de tous les biens de retour de la Parisienne de photo, TIFF et JPEG, d'import de toutes les autres numérisations faites en interne et en marché, et le tout avec un alignement des données qui se fait à partir d'API dialogantes, à partir de la base des collections, pour être sûr d'avoir les bonnes informations, vu que ce qui était récupéré de notre base, de notre agence photo, était assez incomplet et quelquefois erroné. Donc il y a eu cet énorme travail d'alignement de data qui est toujours en cours et qui donc va nous pousser à procéder à notre open content en différents ensembles. On procédera à des mises en ligne d'ensemble qu'on espère entre 50 et 100 000 tous les 2, 3 ou 4 mois pour venir alimenter la communauté qui se sera formée autour de notre open content avec ces différentes vagues. Alors en commençant bien sûr par les chefs-d'œuvre de Paris Musée, mais après en essayant de viser quelques communautés extrêmement identifiées. La numismatique est en open content, on a un fonds extraordinaire au musée Carnavalet et des communautés très identifiées partout en France. Donc on est en train un petit peu de planifier cette mise en ligne open content au fur et à mesure. Mais comment les personnes vont arriver à ces images donc le plus simple pour nous, peut-être pas pour eux, c'est ils connaissent le site des collections de Paris Musée, ils vont sur le site et ils téléchargent notice après notice, ou sinon il y aura des exports en ensemble possibles, sachant que ce qui sera mis en open content, donc il y a bien sûr le content, donc l'image en elle-même, mais toutes les datas de la notice, donc les datas descriptives, les datas plus rédigées de médiation, les datas de liens vers les expositions qui ont présenté les œuvres, mais aussi des expositions virtuelles. Et vraiment, l'ensemble global des datas présentées sur la page sera exportable, soit en ensemble format CSV d'un côté et image de l'autre, soit
bien sûr, la chose la plus évidente quand on se laisse dans l'open content, c'est une API. L'API est en cours de recettage. Je remercie encore les bêta-testeurs tels qu'Antoine qui regardent ça de très près, et je le remercie grandement pour ses retours nombreux et instructifs, pour vraiment essayer de coller au plus près des besoins que nous on a identifiés auprès de la communauté qui va utiliser cette API pour télécharger en nombre nos images et en faire ce qu'on leur permettra de faire. Justement, qu'est-ce qu'on va leur permettre de faire? Donc, je vais pas pouvoir vous dire vraiment. On espère aller au même niveau que le permettent les musées nord-américains. Donc, on partirait sur des licences Creative Commons. On a vraiment étudié les licences Etalab, d'autres types de licences, mais les Creative Commons nous ont semblé assez évidentes au final pour leur compréhension, leur documentation et leur traduction multilinguiste très très large pour vraiment toucher une cible le plus large possible. Donc, on a réussi à convaincre un petit peu tous les niveaux. Notre agence de photo prend fin et on va bientôt se lancer dans l'aventure, sachant que, un petit peu ce que disait Antoine, on veut faire l'open content, mais après on va voir comment les gens vont s'accaparer nos images et travailler ensemble. Donc bien sûr, on est déjà en train de réfléchir à travailler avec Wikimedia sous différentes formes. On est en train de réfléchir à l'animation d'une communauté, bien que l'exemple du RIC est extrêmement ambitieux et difficilement atteignable, je pense, avec les moyens d'une institution française. Donc on est en train de planifier tout ça. Et donc je vous donne rendez-vous en octobre pour les modalités et en janvier pour le premier lancement d'ensemble. Merci beaucoup. Voilà, donc après ce point de vue effectivement d'institution qui montre en fait finalement quels sont aussi les enjeux et les limites auxquels on peut se confronter, notamment en termes de données, de réflexion aussi sur la potentielle commercialisation ou non de ces données, et puis le choix en fait d'aller vers l'open content. L'idée, c'est d'avoir un autre point de vue, c'est celui de l'ADAGP, donc société civile qui est en charge de la protection des droits d'auteur de tout un ensemble d'artistes. Enfin, je vais vous laisser préciser un peu tout ça de façon beaucoup mieux que je ne pourrais le faire, et de voir justement en fait quelles pourraient être aussi les limites en termes de création vis-à-vis de l'open content ou l'open data. Merci. Alors c'est vrai que j'ai un rôle un peu particulier aujourd'hui, surtout face à l'ensemble des acteurs qui sont autour de moi. Ma directrice générale m'a dit n'hésitez pas, vous avez le rôle de l'emmerdeur, donc voilà, ce qui est un peu le cas, je le conçois parfaitement. Et je vais faire un rapide tour de ce qu'est la DAGP. Donc on est un organisme de gestion collective. Donc au départ on a été une association fondée par les maîtres de la peinture que vous connaissez tous, dont le dernier en vie est Soulage. Donc on a comme mission, on est la SACEM des artistes plasticiens. Comparatif, on n'a pas la même façon de voir des fois que la SACEM, mais néanmoins ça permet de situer. Mais enfin, vous êtes tous à peu près des institutions culturelles dans la salle, donc je pense qu'en grande majorité vous nous connaissez. Apprécier, c'est une autre chose. Quoi qu'il en soit, on a pour but de gérer les droits d'auteur des artistes morts depuis moins de 70 ans, sauf prorogation de guerre et mort pour la France, enfin prorogation de guerre d'ailleurs il n'y en a plus, et des artistes vivants, parce qu'on a tendance à oublier que la DAGP c'est principalement des artistes vivants. À l'heure actuelle on représente en direct, c'est-à-dire qui ont adhéré directement à la DAGP, un peu plus de 13 000 artistes. Ça représente 2000 successions pour 11 000 auteurs vivants encore, donc qui créent et qui vivent, en tout cas pour la plupart, et en tout cas on essaye d'être aussi un appui là-dessus, vivent de leur art. Au-delà de ces 13 000 auteurs qui ont décidé d'adhérer directement à la DAGP, on a par le biais de sociétés sœurs la gestion de 181 000,
ne sais plus combien, auteurs. Donc un peu plus, chaque année ça augmente, à la fois par les adhésions dans nos sociétés sœurs à travers le monde, et bien évidemment les adhérents sont à peu près 900 chaque année à la DAGP. Donc, ce qui fait qu'on représente, puisqu'on est dans la data, un nombre d'œuvres malheureusement quasiment inquantifiable. Nous, on essaye de le faire parce qu'on a un projet en interne avec nos sociétés sœurs de ce qui s'appelle R, que peut-être quelques-uns d'entre vous connaissent, qui est l'Automated Image Recognition, qui est ni plus ni moins en fait un système de fingerprinting qui va nous permettre à nous de gérer tant au niveau des autorisations que de la répartition, bien évidemment. Donc on a travaillé effectivement sur des problèmes de data, puisque nous on considère que à partir du moment où l'œuvre est je dirais, décomposée en data pour effectuer en fait ce fingerprinting, le droit d'auteur finalement quasiment ne s'applique pas, parce qu'on n'est pas avec l'image de l'œuvre. Donc on a travaillé, on avait fait des appels d'offres, voilà, on sait que ça existe, ils ont besoin de travailler sur une quantité d'œuvres pour que nous aussi ça nous permette à la fois tant dans les autorisations que dans la gestion, et bien évidemment aussi dans la gestion de la mal nommée piraterie, mais de la contrefaçon potentielle en ligne. Donc ça, ce sont des éléments sur lesquels on travaille. Alors moi, plus spécifiquement, c'est vrai que je suis en charge du service audiovisuel, donc j'ai plutôt la gestion à la DAGP des contrats généraux avec les chaînes de télévision, les diffuseurs, quels qu'ils soient, que ce soit câble, satellite, ADSL et autres. Je travaille un peu moins avec les musées, sauf dans le cadre des contenus audiovisuels produits en interne ou utilisés en interne. On a néanmoins des contrats avec des plateformes pour venir aux contrats et aux sujets qui nous intéressent aujourd'hui. On a par exemple un contrat avec YouTube. On n'est pas forcément encore sur de l'open content. On a également un contrat avec l'INA qui marche plutôt bien pour la reprise en fait des œuvres de notre répertoire dans les contenus audiovisuels qui sont sur la plateforme INA. Donc, c'est des choses qui travaillent. Puis plus particulièrement, alors c'est plus le service multimédia qui s'en occupe, mais la gestion des autorisations qui sont données aux institutions culturelles, de la mise en ligne de leurs collections, dans leurs archives, etc. On a à peu près 150, je crois, institutions culturelles. Donc ça va de Kerguelen en Bretagne, avec Paris Musée sur une partie, puis sans doute peut-être sur la prochaine. Également, alors plus particulièrement sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la photothèque universelle, donc de la RMN, avec laquelle on a contracté pour la mise en ligne des œuvres de la RMN qui sont en gestion par la DAGP. Voilà. Alors, deux points peut-être plus en rapport précisément avec le sujet. Moi, alors je dis moi, mais la DAGP aussi sans doute, mais déjà quand on parle d'open data, ça me gêne. Nous on représente des artistes, des œuvres. Considérer ça comme de la vulgaire data que l'on met comme ça à disposition en disant c'est de la data. Je comprends bien évidemment l'intérêt de recherche, l'intérêt de l'utilisateur, voilà, derrière potentiellement la valeur économique que ça représente. Voilà, je préfère parler de content et d'être sur l'open content que uniquement sur l'open data pour bien distinguer entre les horaires de métro et une œuvre de Warhol. C'est-à-dire qu'en termes, je trouve, là, c'est peut-être moi qui parle, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même une différence à la fois culturelle, économique, et voilà. Donc, nous, on a pour but de défendre nos artistes. Nos artistes adhèrent à la DAGP, d'ailleurs en toute liberté, hein, je tiens à le rappeler. Ils ne sont pas obligés d'adhérer à la DAGP pour gérer leurs droits. Il y a encore des institutions, enfin des successions qui gèrent eux-mêmes, Picasso, Matisse, dans les plus grands exemples. Voilà, ils adhèrent, ils ont une volonté d'adhérer. Nous, on a pour objet de défendre leurs droits. Alors bien évidemment, on s'adapte
trop lentement certainement aux évolutions technologiques, mais il y a des barrières qui sont infranchissables, je dirais, entre la logique de l'open data qui est, et pour que ça marche, et c'est très bien, c'est-à-dire qu'il y a aussi une logique derrière qui est donc de dire on est sur une liberté de réutilisation et des licences, et notamment les licences Creative Commons sont utilisées depuis 2009 par Wikipédia, et Wikipédia du reste, ou pour lequel nous, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir dire ok, on va contractualiser, même je dirais de manière totalement gratuite pour les institutions, pour que vous puissiez mettre en ligne des œuvres de notre répertoire et avec une possibilité de réutilisation totale des œuvres de notre répertoire. On a un droit d'auteur, une législation qui a été adaptée récemment avec la directive d'Amin. Nous, on poursuit notre objet social, donc c'est pas qu'on est, on est contre, réfractaire ou même régressif. C'est-à-dire qu'on est là pour défendre des artistes et faire en sorte à la fois les défendre au niveau de la traçabilité de leurs œuvres, parce que c'est important aussi pour eux, et notamment tout ce qui est réinjection de faux dans des catalogues et des choses comme ça, et sur lesquels on doit travailler, et ensuite de faire respecter leurs droits d'auteur et de faire en sorte que, par exemple, lorsqu'on met à disposition sur des plateformes, quelles qu'elles soient, des œuvres de notre répertoire en qualité HD, avec une licence Creative Commons utilisation commerciale, ça veut dire que dans ce cas-là, tout le monde peut la réutiliser et avoir une utilisation commerciale derrière. Nous, on a pour but de gérer ces utilisations aussi commerciales, culturelles, institutionnelles, et voire même non commerciales pour la plupart, c'est certain. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a un petit peu une opposition. Après, sur la mise à disposition du public des œuvres de notre répertoire, bien évidemment, on est là pour aussi accompagner et travailler avec les institutions culturelles pour trouver, en tout cas, à la fois des logiques relatives aux droits d'auteur et que ça puisse s'appliquer, des freins financiers pour des institutions culturelles, et je l'entends tout à fait, mais que néanmoins, la mise à disposition du public soit faite dans un cadre négocié. Bon. Là encore, c'est sûr qu'en règle générale, on dit ouais, non mais attendez, le droit d'auteur, la demande d'autorisation préalable, etc. Tout ça est compliqué. Non, au final, on se rend compte ce qui est compliqué, ce sont les budgets, voilà, et le coût que ça représente. Donc là, c'est une négociation derrière. À la fois pour nous, il y a une mise à disposition du public. Le droit d'auteur, du coup, est mis en route. On le fait respecter. Effectivement, nous, notre but, c'est de percevoir des droits pour nos auteurs et ensuite de les répartir. Donc bon, on les garde pas pour nous. Voilà, je sais qu'il y en a qui le croient, mais non, je vous assure. Donc ça c'est en tout cas je dirais les premières oppositions, les oppositions juridiques qui ont été mis en avant au départ. On est peut-être effectivement une opposition juridique à l'open content, mais malgré tout, on est là pour faire respecter, nous, le droit d'auteur et de nos artistes adhérents. Donc ça, c'était en tout cas dans les premières problématiques. Après, nous, honnêtement, ce qui peut potentiellement déranger dans le cadre de l'open data et de l'open content, c'est effectivement de dire à la fois l'institution culturelle dit on va mettre sous licence Creative Commons des œuvres, là en l'occurrence qui sont des œuvres dans le domaine public. Il faut bien faire la différence entre les œuvres du domaine public et les œuvres qui sont encore sous droit et pour lesquelles il y a des droits d'auteur. Parce que ce qui peut, en tout cas, mais pourquoi on ne fait pas la même chose pour ils sont finalement propriétaires de leur collection. Voilà, nous on a bien dans le code une distinction entre la propriété physique du support et ça n'emporte pas derrière une propriété des droits immatériels du droit d'auteur et notamment des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance, tant par la photographie de l'œuvre que le fait de détenir l'œuvre dans sa collection en tant qu'institution culturelle, de dire, au final, on fait ce qu'on veut.
Non, il y a des droits d'auteur, derrière. Et quand on voit sur des collections, notamment en Creative Commons, où c'est finalement le photographe qui décide de mettre sous licence Creative Commons et des licences BYSA, donc des licences qui sont relativement ouvertes, qui sont sur les critères Wikipédia, c'est quand même relativement gênant de dire c'est le photographe ou le propriétaire du support qui vient décider sous quelle licence l'œuvre finalement va être diffusée. Voilà, elle est contraire totalement à la cession, elle est contraire au droit d'auteur. Donc c'est toute cette logique-là où je pense, encore une fois, on peut paraître fermé de prime abord, mais je pense qu'il y a des discussions qui doivent à la fois s'engager entre les institutions culturelles et ça marche. Je veux dire, on est en contrat avec le Centre Pompidou, on est en contrat avec la RMN sur la photothèque universelle. On n'est pas là pour empêcher la diffusion des œuvres de nos auteurs. Bien évidemment, ça n'aurait aucun sens. C'est contraire même à finalement notre objet social. Notre objet social, c'est de faire respecter les droits d'auteur, garantir une juste rémunération, que le transfert de valeur, on en a beaucoup parlé sur les débats, notamment relatifs à l'article 13 devenu 17. Voilà, toutes ces logiques-là, on est là pour faire respecter ça pour nos auteurs membres et encore une fois, avec les objectifs, tant objectifs gouvernementaux qui, on comprend, vous sont, même s'il y a cette exception, pour les collections, cette exception culturelle dans la loi Le Maire. Néanmoins, je pense qu'on a travaillé intelligemment avec les institutions culturelles, pour certaines. D'autres, c'est plus compliqué. Il y a des blocages qui sont souvent psychologiques. D'ailleurs, on revient au même blocage, c'est-à-dire que tant les blocages sur l'open data peuvent être psychologiques, tant les blocages envers la DAGP parfois aussi peuvent être assez psychologiques. Bon, voilà. Après, c'est un coût. Et on sait que vos budgets réduisent, voilà. Mais encore une fois, est-ce que le droit d'auteur doit être une variable d'ajustement des budgets? Est-ce que ça doit être en tout cas l'unique variable d'ajustement? Nous, on ne le pense pas. On est là aussi pour défendre ça. Voilà. Après, ce sont des discussions à engager sur les coûts, sur tant nos barèmes, on sait. On y travaille. On a encore des nouveaux barèmes qui vont être mis, en tout cas pour la question de la mise à disposition par les institutions muséales, tant sur Internet que sur les réseaux sociaux. On sait que c'est un coût qui est vraiment important pour vous, donc on y travaille aussi à adapter ça en fonction de la réduction des coûts des budgets. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup. En tout cas. Alors, tout l'objectif de cette rencontre, c'était vraiment effectivement d'avoir un regard pluriel sur l'open data, que ce soit en termes de recherche, en termes de médiation, en termes de création. Donc là, ça a permis d'avoir cette pluralité de rapports finalement à l'open data. Ce qui est intéressant aussi, et je remercie Michel de ce point de vue-là, c'est d'avoir aussi apporté des nuances, mais je pense que tout le monde en est conscient, et il y aura des droits de réponse bien sûr, et peut-être des échanges qui vont jaillir de tout ça. Donc merci de s'être prêté au jeu par rapport à ça, justement pour montrer notre vision. Et donc l'idée après sera de vous laisser un peu d'espace pour pouvoir poser des questions. Donc on écoute en dernière intervention Wikimedia, donc Xavier Caillot, qui va nous présenter justement 2-3 projets qu'ils ont pu réaliser récemment. D'abord, merci de votre invitation. C'est une longue histoire de recontextualiser les projets Wikimedia au niveau de l'open data et de l'open content, mais ça a déjà été bien fait par Antoine et Philippe. Donc du coup, je vais juste un rappel, une transition par rapport aux licences. C'est vrai que vous parlez justement des licences Creative Commons. Les licences Creative Commons, on le voit parfois comme une espèce de rouleau compresseur du libre, etc. Mais en fait, c'est justement le premier but des licences Creative Commons, c'est de replacer l'auteur au centre de la démarche d'initiative. Je choisis sous quelles conditions je partage. Et c'est vrai que dans les projets Wikimedia, nous, on parle aussi beaucoup de domaine public. On travaille essentiellement sur Wikidata, sur Wikimedia Commons, je vais vous les présenter succinctement, sur des œuvres qui sont déjà dans le domaine public. Et le gros sujet, c'est plutôt la réutilisation justement des reproductions de ces œuvres qui sont dans le domaine public. C'est un des gros sujets qui traîne depuis des années et qui engage justement cette notion de bien commun, de culture commune dont parlait Antoine tout à l'heure.
Les projets Wikimedia, en fait, c'est tout d'abord Wikipédia en 2001, tout le monde connaît, c'est l'encyclopédie libre, un pari un peu fou, une utopie voilà, vivante. Aujourd'hui, en fin de compte, on se rend compte que c'est extrêmement fiable, qu'elle est utilisée même par des chercheurs de plus en plus, même si ça continue à faire débat et c'est bien normal. Mais c'est aussi d'autres projets qui sont accessibles aux institutions culturelles, au grand public, notamment la médiathèque Wikimedia Commons, qui est une médiathèque sur laquelle vous pouvez justement mettre, verser les images, les documents, des vidéos, même des fichiers 3D, et d'autres comme Wikisource, une bibliothèque numérique libre. Et ce qui nous intéresse le plus ici, c'est évidemment Wikidata. C'est pas uniquement une base de données, c'est une base de connaissances, c'est-à-dire que vous avez énormément d'éléments qui vont servir à plein de choses différentes. Et le premier intérêt de Wikidata, c'est de faire le lien justement entre les différents projets Wikimedia, c'est-à-dire que Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikisource vont être tous liés à Wikidata, qui est finalement le dernier né des projets Wikimedia, puisqu'il est apparu en 2012. Ça mérite quand même aussi une contextualisation juridique, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'open data et d'open content, et c'est pas toujours évident de comprendre en fait les enjeux de l'un et de l'autre, et justement les limites de l'un et de l'autre. Depuis maintenant que Wikimedia France existe, on parle beaucoup, c'est vrai, d'open data. Aujourd'hui, force est de constater qu'on ne peut pas parler d'open data sans parler d'open content. C'est devenu indissociable. Pourquoi ? Parce que les projets Wikimedia, et notamment la médiathèque Commons, ce ne sont pas que des données, ce sont aussi des images. Alors les données sont très intéressantes en elles-mêmes, elles permettent de faire des cartographies et d'autres projets passionnants. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on parle beaucoup des limites de l'open data. Aujourd'hui, on sait que la réutilisation en fait, des données est très faible, puisque les données culturelles seules ne sont pas normalisées ou mal normalisées et qu'elles sont très difficilement réutilisables. Donc la vraie question, c'est, ok, on parle d'open access, on parle d'open data, mais l'institution ne peut pas juste ouvrir et dire, bon ben voilà, chacun pioche comme il peut, sachant que les données sont sont très difficilement réutilisables. L'idée de l'open data, c'est, selon nous, une démarche d'accompagnement aussi, de pédagogie, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec. C'est très bien, on a ouvert, c'est une belle philosophie. On y adhère ou on n'y adhère pas, mais c'est maintenant une obligation. Mais au-delà de l'obligation de l'open data pour les institutions culturelles, c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Et c'est la différence entre la loi Walter et justement la loi de la République numérique. La loi de la République numérique qui acte justement cette diffusion en ligne, et la loi Walter qui acte une exception pour justement les institutions culturelles de continuer à lever des redevances sur la réutilisation de données qu'ils auront numérisées. Et c'est un enjeu extrêmement intéressant parce qu'on voit de toute façon, ça met en parallèle en fait une notion qui a beaucoup été évoquée par le passé, c'est la valeur d'usage comparée à la valeur marchande, la valeur d'échange. Cette valeur d'échange en fait, elle est décroissante, totalement décroissante. C'est-à-dire que lorsque vous vendez, lorsque les institutions culturelles utilisent leurs données ou leurs images pour l'utiliser dans une valeur marchande, le chiffre d'affaires est décroissant. Il y en a de plus en plus qui justement s'ouvrent au projet libre parce qu'ils ont compris que la valeur d'usage est extrêmement importante et qu'on ne peut pas, pour protéger une valeur marchande qui n'aide plus à subvenir aux propres besoins de l'institution, neutraliser en fait cette valeur d'usage qui est bénéfique pour des millions de personnes. Ça, c'est pour un petit peu le contexte juridique et le contexte un petit peu politique de cette utilisation des données. Mais les projets Wikimedia, c'est très très concret aussi. C'est justement, en ce qui concerne l'open data, la plateforme Wikidata. Cette plateforme Wikidata, une plateforme qui est née en 2012, donc après les projets Wikimedia, Wikimedia Commons. Et c'est pour ça qu'elle est en pleine évolution encore. C'est une plateforme qui va réussir à centraliser en fait et faire le lien entre les différentes plateformes. Un cas très concret, c'est sur Wikipédia. Vous avez une infobox sur la droite des articles Wikipédia et cette infobox, elle est enrichie la plupart du temps automatiquement par Wikidata avec les dates de naissance, les parentés, les lieux, etc. Plein de données différentes. Vous avez un lien sur l'élément Wikidata sur la gauche dans le menu de l'encyclopédie. Et vous avez aussi toutes les langues disponibles de l'article. Et ça, c'est aussi grâce à Wikidata. Mais ça, c'est pour l'utilisation très, très pragmatique, très pratique sur les projets, puisque c'est un de ses premiers rôles, c'est justement de faire ce lien très important entre les différents projets. C'est donc, en fait, au-delà d'une base de données, une véritable base de connaissances et qui s'inscrit dans cette philosophie du web sémantique. C'est vraiment la réutilisation, le langage universel au niveau des données informatiques.
Les avantages de Wikidata, en fait, pour des données, c'est que ce sont des plateformes, toutes les plateformes Wikimedia sont des plateformes qui sont enrichies par des contributeurs bénévoles et par des institutions culturelles, pour le coup. Vous avez 19 000 contributeurs actifs sur Wikipédia, vous en avez près de 20 000 pour Wikidata, mais pour le coup, les 19 000, c'est francophone pour Wikipédia, 20 000, c'est dans le monde entier. Wikidata est une plateforme vraiment totalement universelle. Son gros avantage, c'est l'internationalisation des données. Wikidata, potentiellement, vous pouvez retrouver l'élément Victor Hugo sur plusieurs centaines de langues. Comparé à d'autres plateformes de données qui sont soit ethnocentrées par pays, etc., ou qui ont quelques langues disponibles, le potentiel de Wikidata est juste faramineux. Vous avez des plateformes dont l'architecture est stable, qui sont mises à jour surtout, ce qui n'est pas le cas de toutes les plateformes de données, qui peuvent être mises à jour d'ailleurs avec des outils, des gadgets un peu rigolos comme Mix and Match qui permet justement de faire le lien entre deux données pour voir si elles correspondent au même élément. Donc c'est vraiment ce pouvoir d'internationalisation et de mise à jour qui sont aussi un des deux gros atouts majeurs de Wikidata. Pour aller très concrètement dans des exemples, en essayant de faire vite, Wikidata c'est donc un peu la base qui concerne directement les données, mais nous, notre usage, il est évidemment aussi sur les images. Lorsqu'on travaille avec des institutions culturelles, on va travailler aussi sur du versement d'images et de l'éditorialisation des images. Par exemple, un musée va se dire, voilà, j'ai besoin ou j'ai envie, un musée, une archive ou une bibliothèque, j'ai une stratégie numérique et je me dis simplement que j'ai des fonds qui dorment ou des fonds qui sont sous-estimés ou des fonds qui sont importants et qui permettrait d'accroître le rayonnement de l'institution sur une audience potentiellement internationale. Mais aussi, je peux partager au-delà de ça, au-delà des intérêts personnels du musée, que le Rijksmuseum et le Metropolitan ont bien déjà compris, c'est de participer aussi à ces biens communs et surtout, un discours que l'on entend depuis longtemps au sein du ministère, c'est que l'utilisateur est au centre du process. C'est complètement naturel dans les projets Wikimedia, ça n'est pas forcément toujours dans toutes les institutions, mais c'est vrai que lorsqu'on parle d'open data et d'open content, donc parler simplement de l'open content, on va parler de l'image, pour nous, l'image qui correspond à la métadonnée, c'est justement remettre l'utilisateur au centre du process, c'est comment on peut s'adapter aux usages numériques, parce que la question du pourquoi est quasiment réglée pour la plupart d'entre nous en général. C'est assez simple, on en a parlé justement avec la différence entre cette valeur d'usage qui est en train de prendre le pas justement sur la valeur d'échange. Un exemple très frappant pour nous, c'est évidemment l'exemple de Toulouse. Toulouse, ils ont commencé en fait à travailler sur les projets Wikimedia de fil en aiguille en fait. Ça se fait jamais d'un bloc. Il y a eu rarement des décisions politiques très fortes d'ouvrir avec une stratégie bien ficelée dès le départ, dès les premiers rendez-vous, en se disant tiens, on va diffuser ça. Voilà. La plupart des partenariats se sont faits, et même les plus intéressants se sont faits un petit peu sur le fil de l'eau et ont construit une stratégie en observant justement les avantages que pouvaient apporter les projets tels que Wikimedia. La ville de Toulouse avait acté dès 2009 en fait, des actions avec l'école vétérinaire, avec plusieurs musées, et donc on voit le Muséum de Toulouse, qui était l'un des premiers, les archives municipales, le musée des Beaux-Arts, le musée Saint-Raymond, le musée Paul Dupuy, la bibliothèque municipale. C'est un exemple intéressant parce qu'il contribue à une politique d'ouverture des données au niveau de la ville, qui est en train justement d'évoluer aussi, parce que je crois qu'ils vont décider, ou si ce n'est pas déjà fait, de remplacer l'ODBL par l'État-Lab. Et ce qui va être très intéressant, c'est que chaque musée a pu finalement initier des actions sur le projet Wikimedia de leur côté, mais il y a eu aussi des actions en commun, partagées. Le collaboratif, c'est vraiment au centre des projets Wikimedia. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà vraiment de l'ouverture pure, il y a une démarche d'insérer dans les pratiques métiers le collaboratif, une autre manière de voir le document, une autre manière de voir le partage de l'image et des données. Il y a eu un début d'action justement sur le portail data de Toulouse Métropole, où on peut retrouver justement le musée Saint-Raymond, le musée des Augustins, où ils ouvrent des données, pour certaines qui avaient des images correspondantes mais en basse définition. Les réutilisations étaient assez faibles, mais c'est très intéressant parce que là c'est la première étape finalement d'ouverture de data pure, métadonnées.
En ce qui concerne le musée Saint-Rémy, il y a une politique et puis un travail d'une documentaliste extrêmement important en fait sur comment est-ce qu'on va justement mettre en valeur ces images, comment on va intégrer les projets Wikimedia dans une stratégie numérique plus globale. Et on voit bien justement que le process de centralisation des données va avoir plusieurs fonctions, diffusées sur les plateformes d'open data, mais aussi les projets Wikimedia, des plateformes 3D, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont particulièrement utilisés par les grands musées, à New York, le Met Art, les Rijksmuseum. Donc il y a différents usages en fait. L'idée c'est de voir comment on incorpore tout ça pour définir une stratégie numérique globale. Très concrètement, pour les projets Wikimedia, on met en place des actions de journée contributives qui sont appelées les éditatons et qui permettent de réunir le personnel de l'institution, du grand public, qui vont contribuer directement sur les pages Wikipédia qui concernent l'environnement de l'institution culturelle ou l'institution culturelle elle-même. Donc ça peut être justement de l'enrichissement de Wikipédia, mais ça peut être aussi versement d'inventaire sur Wikidata pour faire le lien. J'ai des images à disposition, j'ai des sources à disposition. Je diffuse en fait ce versement d'images et les métadonnées qui correspondent sur Wikidata et je fais un lien. J'ai par exemple, on verra avec l'Archive nationale, les Archives nationales, un exemple très concret d'une image qui n'était pas foncièrement connue du grand public et qui a réussi à enrichir l'article Wikipédia. Donc il y a énormément de possibilités d'action justement d'enrichissement sur les projets Wikimedia, notamment grâce aux bénévoles. Et puis on fait aussi des formations auprès des institutions culturelles pour développer cette justement culture des enrichissements. La plateforme très concrète de Wikidata, on l'a vu tout à l'heure avec Antoine, justement, c'est des propriétés. L'élément, c'est Vénus. La propriété, ça va être les langues, ça va être la nature de l'élément, etc. Donc ça, lorsque vous rentrez sur Wikidata, c'est le visuel que vous avez concrètement qui concerne n'importe quel élément, qui a un identifiant commun qui est Q. Et cet intérêt de Wikidata, c'est finalement de centraliser des données. Vous avez une institution culturelle qui a une base de données. Elle peut travailler avec un outil qui s'appelle OpenRefine pour justement qu'il soit harmonisé sur Wikidata. Et sur Wikidata, l'intérêt, c'est pas juste le dépôt, c'est aussi la réutilisation. Vous pouvez récupérer des données, comme disait Antoine tout à l'heure, que l'institution n'avait pas, mais que l'INHA avait, et qui a complété, par exemple, la fiche Wikidata. Donc il y a un véritable enrichissement mutuel et une participation à ce web sémantique et à cette base de connaissances. Une utilisation concrète de Wikidata, ça peut être justement une plateforme comme Krotos, qui est un moteur de recherche des images d'art, qui propose une sélection par date, qui propose une sélection par filtre. Par exemple, je veux voir que celles qui sont en HD, je veux voir que celles qui ont des images. Je veux qu'elles aient aussi l'auteur qui soit mentionné. C'est un moteur de recherche qui justement utilise toutes ces images qui sont versées dans le domaine public, parce que Wikidata fonctionne avec le CC0, qui est à peu près l'équivalent du domaine public au final. C'est très intéressant parce que ça permet justement de faire des travaux de recherche très ciblés. C'est à destination des chercheurs, des étudiants, mais aussi potentiellement du grand public. Donc c'est un des types d'usages qui peuvent être faits lorsque vous avez des images de haute qualité. Lorsque vous voulez travailler sur des détails d'une œuvre, voilà, il y a des possibilités de travailler sur des détails d'une œuvre. Il y a même des musées dont le musée Saint-Rémy d'ailleurs, qui ont travaillé sur mettre en œuvre des détails d'une image, d'une œuvre. Lorsqu'il y a un grand tableau avec plusieurs éléments, plusieurs personnages, on va pouvoir créer un élément typiquement pour ce personnage ou pour cet élément-là. Et on peut justement travailler directement de chez soi sur ces œuvres-là. L'intérêt, il n'est évidemment pas de priver priver du public des institutions culturelles, bien au contraire. C'est un gain d'audience, c'est un gain de public, c'est une autre manière de travailler avec les publics pour les plateformes. Et c'est, on croit, surtout pour les musées, on a souvent cru que c'était une perte de trafic. Quelqu'un qui va travailler en ligne sur les œuvres ou qui a accès à une image de haute qualité d'une œuvre qui est dans un musée. Bien au contraire. Bon, les grands musées l'ont déjà prouvé, le Met Art, le Rijks, il y a des grands musées en France qui auront tout intérêt à suivre la même démarche. Ça n'a jamais empiété sur le trafic. Pour des petits et moyens musées, bien au contraire, ça peut le considérablement améliorer. Mais c'est aussi une autre manière de faire exister hors les murs une institution culturelle. Non, c'est dans l'autre sens, je pense.
Donc en fait, la documentation, elle peut se faire par exposition, elle peut aussi se faire sur Crotos par objet. Vous pouvez choisir de faire des objets céramiques et faire une recherche ciblée de ce type-là. Mais il y a un autre usage qui est très intéressant, c'est la cartographie. La cartographie sur Wikidata, elle peut être faite avec le service query de data. Vous rentrez des requêtes très croisées et puis vous pouvez obtenir une géolocalisation des provenances des œuvres d'un musée. C'est super intéressant. C'est ce qu'a fait le musée Saint-Raymond. Vous avez plein d'autres options de cartographie. C'est vrai qu'on parle aussi d'OpenStreetMap dans l'univers de Wikimedia parce que c'est un projet qui est très, très associé à ces projets-là. C'est un projet libre. La cartographie est un des usages très intéressants des données qui sont versées sur Wikidata. Il y a pas mal d'options disponibles. En ce qui concerne l'impact métier pour la ville de Toulouse, en fait, c'est assez simple parce que il y a aussi le travail de collaboratif dont je parlais, cette espèce de crowdsourcing, l'expertise des amateurs. Ça peut paraître comme un oxymore, mais finalement c'est très intéressant. Les bénévoles qui travaillent sur les projets sont des gens qui sont passionnés par des sujets et qui ne sont pas spécialistes au sens professionnel, qui sont experts dans le sens où ils vont pouvoir apporter une passion et une envie justement de partager, d'utiliser les documents qui sont proposés par l'institution culturelle, de travailler ensemble à comment est-ce qu'on travaille autrement avec la conservation, la diffusion numérique et la valorisation numérique. Ça consiste aussi à un inventaire photographique priorisé sur les questions des droits patrimoniaux qui sont déjà réglés en amont pour le coup. Et c'est aussi des outils de gestion qui sont remis au cœur de la conservation. Il ne faut pas oublier que ce sont des plateformes libres aussi, c'est-à-dire que la gestion est beaucoup moins coûteuse évidemment. J'ai un peu de temps, très rapidement. 1 minute. Ok. Alors je fais super court. Pour les archives nationales, c'était un cas très intéressant. C'est pas évident de donner des exemples très concrets dans ce cadre-là, mais les archives nationales, on a commencé à travailler depuis 2013. Pareil, ils ont commencé avec des petites actions, des notices, enregistrement de notices sur Wikipédia en ligne, des référencements. Et puis ils ont très vite compris aussi l'intérêt de poster des images. Un exemple très concret, c'est le médaillon de Philippe Auguste. Qui dormait un petit peu. Il faut savoir que les archives sont particulièrement intéressées justement par cette diffusion numérique parce qu'ils n'ont pas forcément des audiences, ils ont des audiences très locales et très spécialisées. Pour le coup, le médaillon Philippe Auguste a été versé comme de nombreuses images remarquables de l'histoire de France sur la plateforme Wikimedia Commons avec les métadonnées qui correspondent sur Wikidata et qui ont enrichi du coup l'infobox de Wikipédia. Cette image du coup a bénéficié de plusieurs millions de vues dans les mois qui suivaient. Et c'est un peu un des cas concrets qui les ont réveillés. Ils se sont dit tiens, c'est bête qu'on n'y ait pas pensé avant. Et ce qui est très intéressant avec les archives, c'est que avec toutes les actions qui ont été mises en place, les journées contributives, ils ont été beaucoup plus demandeurs que nous finalement. Ils ont été très proactifs, ils étaient très imaginatifs et ils voulaient absolument découvrir les différentes plateformes qui étaient proposées, les différents types d'enrichissement. Et un cas concret qui est arrivé avec les archives nationales, c'est qu'en 2017, ils ont décidé de mettre de côté cette exception de redevance. Ils ont acté le principe de gratuité de base, donc ils sont vraiment initiés une politique véritable d'open content, pas uniquement d'open data, pas cette obligation qu'on prend à moitié quand on ne nous accompagne pas. C'est cette open content qui est actée par les archives, donc c'est un signe fort pour toutes les autres archives et puis aussi pour les autres institutions culturelles, de savoir, voilà, on a la possibilité de verser librement et c'est un véritable enrichissement pour l'institution et pour l'utilisateur final. Je crois que j'ai terminé. Un grand merci. Bien, merci à vous. Un sujet effectivement qui est technique mais qui est aussi passionnant parce qu'en termes d'usage, il y a un ensemble d'applications qui sont extrêmement variées et qui permettent vraiment de contribuer à des logiques de documentation, de conservation, de recherche grâce notamment à l'open content. On a vu en fait tout un ensemble de limites aussi qu'il pouvait y avoir, qu'elles soient budgétaires, qu'elles soient en termes de droit, qu'elles soient en termes de freins psychologiques, etc. Donc je passe très très vite là-dessus, juste pour peut-être vous laisser un petit espace d'expression si jamais vous voulez poser des questions, affiner certains points. Et je propose qu'on conserve 10 minutes voilà, pour cet échange avec vous. Et ensuite, on pourra aller déjeuner.